Eh bien, on va passer au chapitre 2 de notre conférence. C'est-à-dire, j'invite alors Maxime Guerrero et Narine Gargagli à venir présenter leur exposé. Moi, c'est Maxime Guerrero. Et donc, je suis ingénieur d'études en poste partagé en fait entre l'université Paul Sabatier et le CREPS de Toulouse. Et donc, je travaille au sein du centre d'appui et d'analyse de la performance sportive. Et je m'appelle Marine Gargagli, j'ai aussi un poste partagé, je suis enseignante en STAPS et on effectue du coup des activités d'accompagnement scientifique sur notre temps alloué recherche auprès des sportifs du CREPS et aussi auprès des sportifs de la région qui sollicitent le CREPS, qui nous sollicitent. Donc juste pour vous recontextualiser un peu la situation, comme la vidéo n'est pas passée, mais en fait le centre d'appui et d'analyse de la performance sportive que vous voyez ici, en fait c'est une plateforme de recherche qui est rattachée à l'université Paul Sabatier, mais qui est mutualisée en fait entre le CREPS de Toulouse et l'université, et aussi d'autres laboratoires partenaires tels que le LAS, le CNRS, le CERCA, le CRESCO, il y en a d'autres. Et cette plateforme de recherche en fait, permet de mutualiser les moyens et d'avoir un panel de compétences et de matériel plus conséquent. Ce que je vais commencer par faire, moi, c'est par vous montrer des exemples d'utilisation de données que l'on fait de manière quotidienne en fait, avec les athlètes au CREPS principalement. Pour vous présenter un peu, je vais commencer par vous présenter un peu quelques matériels qu'on utilise dans le cadre de nos interventions. Donc on peut intervenir sur de l'analyse de la performance liée à l'exécution du mouvement dans un premier temps. Donc ça peut être lié à des cardiofréquencemètres, des GPS, mais ça je crois que ça sera abordé plus tard dans notre présentation. On peut aussi faire des analyses sur de la course à pied, donc plutôt sur de la vitesse avec un radar, ou ce qu'on appelle des cellules photoélectriques qui vont venir mesurer le temps de passage sur un sprint. On peut aussi mesurer d'autres choses sur du sprint avec ce qu'on appelle des opto-jumps, où là on va plutôt mesurer des amplitudes de foulée, des hauteurs de saut, ce genre de choses. Ensuite, encore sur l'exécution du mouvement, on a d'autres matériels un peu plus élaborés, on va dire, qui nous permettent de faire des analyses un peu plus poussées. Notamment avec ce qu'on appelle des plateformes de force, qui sont en fait des plateformes équipées de capteurs de force qui permettent de mesurer différentes capacités de l'athlète, notamment ses capacités musculaires. Par exemple, sur un mouvement de squat en musculation, est-ce que l'athlète va avoir des asymétries entre la jambe droite et la jambe gauche, quelle est sa force maximale, la puissance qu'il développe, ou ce genre de choses. Ce matériel-là que vous voyez ici, c'est appelé un 1080 sprint. En fait, vous voyez un fil qui est attaché à la ceinture et c'est un matériel qui va vous permettre de faire une analyse très détaillée sur comme c'est évoqué dans le nom du matériel, sur le sprint de la personne qui est équipée avec ce matériel-là. Donc, de la même manière, on va pouvoir sortir des vitesses, des puissances, des forces et établir en fait un profil de l'athlète sur les capacités qu'on teste chez lui. Et ensuite, le dernier matériel qu'on vous montre, mais il y en a encore d'autres, mais ça prendrait trop de temps de tout vous montrer. Ça, c'est du matériel qu'on utilise plutôt sur des séances de musculation. On appelle ça en fait des transducteurs linéaires. En fait, c'est du matériel qui vient se fixer sur une barre de musculation. Et ça va permettre de recueillir différentes données sur la performance de l'athlète, notamment des vitesses de barre, des amplitudes de déplacement, des hauteurs de barre. Et en fait, ce matériel-là, ça permet par exemple de monitorer les séances pour éviter aux athlètes de surcharger les athlètes lors de l'entraînement. Ça permet aussi de cibler les compétences, les capacités qu'on veut développer chez l'athlète. Par exemple, si on prend un exemple d'un squat, on va dire à l'athlète, tu continues à faire des répétitions sur ton squat tant que ta vitesse de barre, de déplacement de la barre, lors de la montée est supérieure à, mettons, 1,6 mètres par seconde. Et si tu passes en dessous, alors tu vas stopper parce que ça veut dire qu'on ne développe pas la capacité physique qu'on cherche à développer chez lui.
Donc voilà des exemples qu'on peut faire. Donc, si on prend des exemples vraiment concrets d'accompagnement scientifique qu'on peut faire au quotidien, ça c'était un exemple d'un accompagnement qu'on a fait avec un athlète du beach volley donc, qui a participé aux Jeux de Paris cette année. En fait, l'enjeu au beach volley, quand on cherche à contrer l'adversaire, ça va être de sauter haut et dans un temps faible. Donc pour ça, pour vous donner un ordre d'idée, le temps disponible qu'a l'athlète pour venir monter au bloc et contrer l'adversaire, c'est le temps de passe entre les deux adversaires, le temps de flottement du ballon entre du coup l'attaque de l'athlète et le passage du filet. Ça représente environ entre 500 et 800 millisecondes, voire 1 seconde au maximum. Donc pour ça, on a réalisé des tests de saut avec les plateformes de force que je vous ai montrées précédemment, où en fait les plateformes, je ne sais pas si vous voyez là-bas, mais nous donnent une valeur de force maximale développée sur son saut et le temps qu'il a mis à atteindre cette force maximale. Donc là on voit qu'il a mis 0,844 mètres secondes. Donc il est dans la limite haute, on va dire, du temps qu'il a pour réaliser son bloc. Ce qu'on a fait, c'est que du coup qu'on a cherché à diminuer ce temps de saut en fait pour que l'athlète soit plus performant sur son saut au bloc. Donc pour ça, on a différents indicateurs qui nous donnent, qui nous donnent aussi des indicateurs du coup sur la performance de notre athlète. On a un rapport en fait qui est la hauteur de saut sur le temps de contraction qu'on a évalué, qui nous donne en fait un rapport qui est compris entre 0 et 1, plus entre 0 et 1, plus ce rapport est élevé et proche de 1, plus l'athlète est performant. Donc on a cherché en fait à développer les capacités de force de l'athlète pour qu'il soit plus performant sur sa hauteur de saut et sur ce rapport qu'on a fait là. Donc il y a eu un cycle d'entraînement en musculation de 5 à 8 semaines en force. Et derrière, on lui a refait des tests avec ces plateformes de force, et ce qui a montré que en fait, l'athlète a à la fois progressé sur sa hauteur de saut, sur le pic de puissance fourni, le pic de force, mais aussi sur le temps qu'il met à atteindre son pic de force. Et sur ce cycle d'entraînement en force, on a réussi à gagner l'équivalent de 70 millisecondes en fait, de gain sur le temps qu'il mettait à réaliser son saut, ce qui n'est pas négligeable quand on voit le temps qu'il a de disponible pour réaliser cela. Ensuite, si je vous montre un autre exemple, donc ça c'est un accompagnement scientifique qu'on avait fait avec les volleyeuses du CREPS de Toulouse, du Pôle France. L'idée c'est qu'on avait, en fait ça vient d'un questionnement du terrain, donc de l'entraîneur, qui voulait en fait connaître quelles étaient les stratégies visuelles de ces joueuses en réception de services. En fait, qu'est-ce qui caractérisait une bonne stratégie visuelle par rapport à une mauvaise stratégie visuelle? Pourquoi les filles allaient rater une réception de service ou alors pourquoi elles les réussissaient? Donc pour ça, en fait, vous voyez ici la joueuse, quand elle se tourne, on les a équipées avec des lunettes qui sont en fait un eye tracker. En fait, c'est des lunettes qui sont équipées de caméras qui permettent, donc vous les voyez ici, de caméras qui permettent de voir où se projette le regard de l'athlète. Et donc on leur a fait faire plusieurs réceptions de services selon un protocole établi, et ensuite on a établi une cartographie des stratégies visuelles des joueuses expertes et des joueuses débutantes. Ce qu'on voit avec des zones chaudes et des zones froides, en fait, ce qu'on a mis en évidence, c'est que les joueuses expertes se focalisent plus sur le corps de la serveuse et balayent le corps de haut en bas. Et elles sont rarement en retard sur le ballon, elles sont vraiment souvent fixées sur le ballon. Tandis que les joueuses débutantes, elles vont plutôt se focaliser sur le ballon ici, et non sur le corps de la joueuse. Et on constate aussi qu'il y a quelques regards perdus, parfois on ne sait pas trop ce qu'elles vont chercher. Et elles sont souvent aussi en poursuite de balle, c'est-à-dire qu'elles sont en retard par rapport au ballon. Donc ça nous a permis de caractériser en fait les performances des joueuses. Quand on entend débutantes, en fait c'est des joueuses professionnelles mais qui ne sont pas forcément à un poste qui les amène à réaliser des réceptions de service. Elles sont plutôt débutantes sur des réceptions de service mais quand même expertes. Et donc ça derrière, ça nous permet de faire un retour aux entraîneurs pour qu'ils puissent ensuite mettre en place des stratégies aux entraînements soit pour
faire progresser ces choses-là, soit pour vraiment être plus pointilleux sur les performances de leurs joueuses expertes. Et enfin, là, ce qui vous montre un dernier exemple d'accompagnement qu'on peut faire, ça c'était avec le pôle France de boxe française, où l'entraîneur nous questionnait en fait sur les demandes physiologiques de sa discipline. Et donc pour ça, on a fait une analyse globale de la tâche en boxe française, où on a fait un test sur chaque deux frappes où on demandait vraiment un effort maximal des athlètes, et un test sur le ring où ils étaient en opposition, en condition de combat en compétition. Donc, vous voyez, on a équipé les athlètes avec un masque de VO2 portable. En fait, c'est un masque qui permet d'analyser les échanges gazeux au cours d'un effort. Donc, par exemple, la quantité d'oxygène inspiré, la quantité de CO2 expiré et d'autres paramètres plus pointus. Et derrière, on a fait une caractérisation globale de la tâche, à la fois donc, sur les échanges gazeux, sur la fréquence cardiaque, la glycémie et aussi sur les données de pouls. Donc pour vous donner un ordre d'idée un peu de ce que peut représenter le très haut niveau en boxe française, parce qu'il y en a quand même qui sont champions du monde dans le pôle, sur 5 rounds de 2 minutes, on a calculé le nombre de coups donnés au total sur le sac, donc c'est de 896 coups, et sur le ring, donc c'est normal que le nombre de coups soit plus faible étant donné qu'on a un adversaire. Donc on est à 294 coups donnés. Ce qui est important, c'est surtout en fait la cadence que ça représente. Sur le sac, en fait, il donne l'équivalent de 1,5 coups par seconde et sur le ring 0,5 coups par seconde. Donc c'est quand même énorme en termes de demande énergétique. Et après, on a aussi fait une analyse sur la fréquence cardiaque. Donc là, la fréquence cardiaque, on a en fait montré le temps passé pour chaque athlète en fonction de leur fréquence cardiaque maximale. Et on voit qu'en marron, ils passent 22% du temps de combat à une fréquence cardiaque comprise entre 80 et 90% de la fréquence cardiaque maximale, et surtout 67% de leur temps de combat à une fréquence cardiaque qui est supérieure à 90% de la fréquence cardiaque maximale. Donc c'est vraiment un sport qui est très exigeant en termes de demande physiologique. Pour vous donner un ordre d'idée, là, les fréquences cardiaques maximales des athlètes, elles sont comprises entre 180 et 205, 210 battements par minute. Donc ils tournent autour de 67% du temps, ils sont au-delà de 270 battements par minute. Donc c'est quand même assez important. Et maintenant, je vais laisser la parole à Marine pour montrer l'accompagnement plus sur le long terme. Du coup, Maxime nous a présenté des projets d'accompagnement où on essaie d'être assez réactif pour répondre aux questions des entraîneurs, parce qu'ils posent des questions, ils veulent avoir des réponses assez rapides, c'est normal pour produire une performance. On a aussi des projets qui sont pluriannuels et on a une grande thématique au club de tout ce qui est la prévention de la blessure. Et ça, c'est pour vous montrer aussi à quoi ressemble en fait la réalité de nos sportifs. C'est que souvent, quand on regarde la télé, on voit les gens en forme, les gens qui performent. En réalité, il y a aussi, s'entraîner à haut niveau, c'est beaucoup de douleurs, de blessures et aussi de douleurs chroniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui font les Jeux Olympiques, ce sont les gens qui ont le plus grand volume d'entraînement dans les 2 ans qui précèdent les Jeux, dans l'année et les 2 ans qui précèdent les Jeux. Donc la blessure nuit gravement à la qualification et au fait qu'ils performent ensuite aux Jeux Olympiques. Et puis aussi, ce qu'on sait, c'est que en fonction des blessures, il y a certains chiffres qui paraissent dernièrement qui font assez peur, c'est que sur des retours de ligaments croisés, par exemple, 80% des sportifs ne reviennent pas à leur niveau initial. Donc, ceux qui se blessent lourdement, en fait, beaucoup d'entre eux ne retrouvent pas le niveau qu'ils avaient avant. Donc, ça impacte fortement la performance. Donc, on s'est beaucoup penché sur cette question de la prévention des blessures. Et la première des choses qu'on s'est posée comme question, c'était est-ce que au Crêpes de Toulouse, beaucoup de sportifs se blessent? Est-ce que c'est la réalité chez nous? En réalité, il y a 7 athlètes sur 10 qui se blessent, quand ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Et les nouveaux, 8 sur 10 se blessent lors de leur première année au Crêpes, ce qui est quand même assez énorme. Il faut savoir aussi que dans la définition de la blessure, on avait pris une définition de la blessure qui était très stricte. À partir du moment où un athlète ne pouvait pas s'entraîner un jour à son niveau de compétition, ou pratiquer son sport dans sa forme compétitive, on comptait qu'il était blessé. Si on regarde en fait maintenant la localisation des blessures, alors ça c'est très sport dépendant, mais sur la population large qu'on a au Krebs, on se rend compte qu'une blessure sur 2 a lieu sur le membre inférieur. Mais dans les sports communs, on a beaucoup de sports en fait, qui sont locomoteurs. On a du basket, du volley, du rugby, etc. Où il y a beaucoup de courses, il y a beaucoup de sauts.
On est sur ces sports-là, c'est pour ça qu'on retrouve cette répartition. Mais ce que ça permet de dire, c'est que finalement, quand on doit mettre en place des protocoles de prévention, le message qu'on fait passer aux entraîneurs, on l'a sorti ça sport par sport, c'est plutôt d'avoir des actions préventives, plutôt sur le membre inf, ou selon les sports, plutôt sur le genou, plutôt sur le dos, plutôt sur les épaules, etc. Donc ça permet de sortir des axes à privilégier en termes de prévention de blessures. Si on regarde maintenant la question qu'on s'est posée, c'est aussi à quel moment de la saison est-ce qu'il se blesse? Est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus demandantes que d'autres? On se rend compte que c'est le premier trimestre de reprise de la saison sportive, parce qu'au CREPS, on a beaucoup de pôles qui fonctionnent sur un rythme scolaire. Et bien on se rend compte que 3/4 des blessures se produisent sur les mois de septembre, octobre et novembre. Ce qu'on pense aussi, c'est que le CREPS c'est une population jeune. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui font une première année, ça dépend des années, mais c'est entre 30 et 40% de la population du CREPS, les nouveaux sportifs qui arrivent sur site. Finalement, c'est principalement eux qui sont touchés dans le premier trimestre. Mais ce que ça permet en fait de faire ressortir comme chiffre aux entraîneurs, c'est de dire bon, il faudrait peut-être considérer une adaptation du volume et ou de l'intensité, au moins pour ces populations les plus jeunes. Voilà ce qu'on arrive à sortir comme recommandations clés et pratiques. Et après, ensuite, pour la gravité, il faut savoir que 6 blessures sur 10 durent moins de 3 semaines. Donc ça va être par exemple des petites entorses, des contractures, des déchirures mais de faible grade par exemple. Et une blessure sur 10, donc dans 10% des cas, sont des blessures très graves et qui peuvent entraîner jusqu'à plus de 3 mois d'arrêt. Rapidement, ce qu'on met en place, c'est qu'on a mis en place un test que vous voyez ici, en fait, dans une partie, où chaque année on teste ça dépend, entre 150 et 180 sportifs, et en fait on analyse leur manière de bouger. Donc au travers de différents exercices, il y a un exemple juste après. Donc ici c'est l'exemple d'une volleyeuse qu'on va appeler, je sais pas, Astico par exemple. Et on va se demander si le squat qu'elle fait, il est fonctionnel ou pas. Donc pour savoir s'il est fonctionnel, nous on a une grille en fait, de lecture et on va regarder si elle le fait sans douleur, si elle est capable de garder ses pieds bien après dans le sol, parce que ceux qui vont encadrer de mobilité de cheville par exemple, de mobilité de hanche, peut-être qu'ils décollent de leur talon. Est-ce que ses fesses, elle est capable de les amener en dessous des genoux? Alors là, je vous ai mis l'exemple d'une joueuse qui arrive très bien. Mais à chaque fois que c'est pas bien réussi, eh bien, on va cocher. Et nous, ça nous permet de savoir, selon les critères qu'on coche, finalement, qu'est-ce qui pourrait être source d'explication de ça, de mouvement qui n'est pas très bien fait, pour après amener des protocoles correctifs. Donc on met des protocoles correctifs en place qui font 2 fois par semaine, pendant 10 semaines, et on caractérise aussi finalement si on a une porte d'entrée, en se disant, c'est une porte d'entrée qui est essentiellement physique, hein. La blessure elle ne tient pas qu'à ça, et on ne prétend pas du tout expliquer 100% des cas de blessure. On peut choisir une porte d'entrée, on a pris une porte d'entrée qui était plutôt physique, et la première des choses qu'on s'est dit, c'est quand on évalue les capacités à bien bouger, finalement dans quel sport est-ce qu'il bouge le mieux? Donc parmi les sports qu'on a au CREPS de Toulouse, au rugby à 13, par exemple, sont ceux qui ont les moins bons scores. Et puis, les gens qui font de l'haltérophilie et de l'aérobic, qui sont des pratiques gymniques ou avec de grandes amplitudes, ils sont plutôt un peu plus fonctionnels, avec en moyenne des scores de 15 à 16, 17 sur 20. Et on s'est posé la question, donc, est-ce que ce que nous, on mettait en place en termes de routine corrective permettait d'améliorer la capacité à bien bouger? Leur score progresse en moyenne de 2 points. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les gens qui entrent bougent un peu moins bien, de 2 points sur 20, que les gens qui sont là depuis plusieurs années. Et puis on essaie de mettre ça en lien avec des blessures. Alors là, ce ne sont que des statistiques descriptives. Il y a eu mis au point des algorithmes de prédiction de la blessure, mais qui donnent certains résultats qui méritent d'être retravaillés. En tout cas, quand on fait correspondre les chiffres entre les notes et est-ce que la personne s'est blessée dans l'année à venir, avec le score qu'elle avait sur le test, on se rend compte que ceux qui ont une note inférieure à 10 points, ils ont 76% de chances de se blesser. Puis ceux qui ont une note, si je prends l'extrême opposé, supérieure à 15 points, ils avaient 50% de chances de se blesser. Donc l'idée, c'est pas de les effrayer, mais c'est de dire, quand on fait passer le test aux athlètes, de donner après à l'entraîneur, en fait, les chiffres en disant, attention, le score est bas. Ce qu'on a observé les années précédentes, c'est ça. Ça veut pas dire, si par exemple Maxime il a un score bas de demain, ça veut pas dire qu'après demain il se blesse. C'est pas ça. Mais c'est que potentiellement, il a plus de risques. Voilà. Bon, tu arrives au bout, Marie? Je suis bien accéléré, oui. C'est bien. Merci beaucoup. Vous avez vu le long travail d'analyse, de mesure, d'analyse et d'efficacité là-dedans, c'est formidable. Vraiment, c'est
très très intéressant. Merci beaucoup.